Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Lyon aujourd'hui avec Eric Grange. Bonjour Eric. Bonjour Lilou, bienvenue chez Oasis. Et merci d'avoir organisé en fait ce magnifique congrès Rencontre des Mondes. Rencontre des Mondes. La rencontre des mondes, oui, c'était très très beau. On a terminé hier après un très très beau week-end et c'était très très touchant de vérité. Moi, ce qui m'a touché, c'est que les intervenants se sont exprimés avec cœur, quoi. Et ils ont amené des musiques, ils ont amené des diaporamas, et ils ont parlé de leur pays quand c'était des intervenants locaux, ils ont parlé de leur enseignement quand c'était des animateurs occidentaux. On a eu des belles surprises musicales, et pour moi ça illustre bien la fête en conscience, le merveilleux en conscience que je tente de proposer et de créer des espaces de bonheur, mais du bonheur spirituel. Est-ce qu'on peut marier ces deux mots? Je ne sais pas, mais en tout cas de un petit peu inviter la grâce à fréquenter notre vie, quoi. En tout cas, tu as dû être super ému pour le 6e anniversaire d'Oasis, d'avoir autant de monde et puis des qualités d'intervenants. Enfin, moi, je suis ravie d'avoir rencontré Tachi, Ernesto et plein d'autres personnes et de pouvoir faire ces interviews et de partager avec vous pour tous ceux qui n'ont pas pu être là à Lyon ce week-end. Et puis l'année dernière, tu vas nous remettre ça pour le 7e anniversaire, hein? Oui, j'espère bien ça. C'est vrai que là, ça a été une grande journée et puis du coup, là, on va travailler sur le 7e anniversaire. J'aimerais faire ça de manière peut-être plus déployée parce que certains animateurs avaient un peu d'espace et j'aimerais vraiment leur donner tout un espace d'expression. Et moi, ce qui m'a touché, c'est que on a eu Ikior qui est venu d'Ouzbékistan, Tachi et Yanchen Lamo sont venus du Ladakh, Catherine, notre partenaire tibétaine, est venue de Lhasa. Ernesto Ortiz est venu d'Amérique du Nord et ça a été vraiment très touchant. Et les participants sont venus des quatre coins de France. Il y a sûrement des Belges et des Suisses. Et ça a été très très beau puisque voilà, on était complet. Donc le public était au rendez-vous. C'était chouette. Ton histoire derrière Oasis, parce que tu n'as pas toujours fait ça, hein. L'histoire, c'est une longue histoire, un peu difficile à résumer. Je dirais que moi, depuis tout petit, j'ai été attiré par les voyages. Et j'étais pas dans une famille où on avait les moyens de voyager, donc j'apprenais la géographie par cœur, j'apprenais le nom des capitales par cœur, je regardais les avions dans le ciel et je me disais waouh, où est-ce qu'il va celui-là, etc. Et puis dès que j'ai commencé à travailler, j'ai tout de suite économisé pour voyager. Et j'aimais tellement les voyages, il fallait que je trouve une solution parce que 5 semaines de congé par an, c'était pas assez. Alors du coup, j'ai été choisi comme accompagnateur chez Nouvelles Frontières, donc j'ai emmené des gens dans le monde entier. Et à côté de ça, il y avait mon itinéraire, je dirais, spirituel. À côté de ça, il y avait mon itinéraire intime, mon développement personnel, mon développement relationnel, mon développement spirituel. Et c'était un peu deux voies comme ça. Mes voyages avec l'agence de voyage et puis mes démarches, beaucoup de thérapie au début. Et, et j'ai fait brûler pas mal de bougies en disant mais quelle est ma mission? Je vois bien que ça tourne autour du voyage, mais je pense que peut-être j'osais pas croire. Enfin, j'ai commencé mon développement personnel en 92. Personne ne faisait ça, quoi. Je me souviens, à un moment donné, j'avais cherché des voyages comme ça, je trouvais rien. Et il a fallu un peu je dirais, de courage. Enfin, la vie m'a aussi encouragé à créer Oasis, qui, pour l'anecdote, a été immatriculé le 14 février 2007, et qui donc est venu le carrefour entre mon goût pour les merveilles de la planète, que ce soit les merveilles humaines, les merveilles de paysages, les merveilles de lieux, voilà, les différentes énergies qu'il peut y avoir dans le monde, la mer, la terre, et à côté de ça, la conscience. Et du coup, pour accompagner chacun en conscience, j'ai trouvé, c'est venu assez naturellement des intervenants qui savent aussi accompagner chacun dans cet accueil de la conscience. C'est toujours un pari incroyable. Comment est-ce que l'on peut appeler en voyage initiatique? De quel droit je peux dire ce voyage va être initiatique? Je n'ai pas les recettes de l'initiation. Simplement, je crée l'égrégore
où il peut se passer quelque chose. Et on y met tout notre cœur, toute notre rigueur, parce que c'est une agence de voyage, il y a plein de détails techniques à gérer. Et de responsabilité. Et de responsabilité, oui, oui, surtout quand on va des pays qui sont évidemment parfois moins sécurisés que chez nous. Et du coup, ben voilà, la chose a démarré très vite. En fait, j'ai pas vraiment eu le temps de me poser la question est-ce que ça va marcher ou pas, parce que tout de suite j'ai reçu beaucoup d'énergie, quoi. C'est Voilà. fantastique. Et parmi tous tes voyages, je sais que là tu reviens d'un petit repérage à l'île de Pâques, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui t'a vraiment plu, séduit? Qu'est-ce que t'aimes avant tout? Je pense la destination de mon cœur, c'est Bali. Bali s'appelle l'île des dieux parce que c'est un système social qui est basé sur la spiritualité. Donc tout le monde est connecté à la spiritualité. Et c'est une spiritualité collective, c'est-à-dire que les gens ne méditent pas seuls, ils méditent avec leur village, avec leur famille, avec leurs collègues. Ils font des cérémonies, des offrandes aux dieux pour que le village soit protégé, pour que leur famille soit protégée, pour que cette journée soit placée sous les meilleurs auspices. Donc ceci depuis tellement et tellement d'années qu'aujourd'hui, la première fois que je suis arrivé à Bali, je suis sorti de l'aéroport, je suis descendu sur le tarmac, et j'ai observé mon cœur se détendre. Je me dis, tiens, ça c'est curieux. Alors, bien sûr, il y a le climat qui est doux, il y a les belles herbes tropicales. Et après, j'ai compris que c'était au-delà d'une détente physique, c'était vraiment quelque chose qui rentrait en résonance en moi. Donc ça a été le tout premier voyage que j'ai fait à Bali. Et pour moi, c'est une terre de ressources. Au fil des voyages, j'ai été mis en relation avec différentes, je pourrais les appeler des sommités spirituelles de Bali, comme le grand prêtre de Bezaki. Bezaki, c'est le temple le plus sacré de Bali, parce que le plus haut, sur le volcan Agung. Et dans ce temple-là, on a une relation avec Pakmanku qui, tous les ans, accueille nos groupes et donne à nos participants des bénédictions. Après, quand on est fait en circuit de purification, d'information, comment est-ce qu'on porte les vêtements traditionnels, pourquoi on porte le sarong comme ça, pourquoi les femmes portent ce qu'on appelle une kebaya, pourquoi les hommes portent en udane, c'est-à-dire une coiffe sur les cheveux. Donc tout ça, ça prend sens. Donc les gens, ils connaissent ça, et quand ils arrivent dans les temples, les Balinais voient que ce groupe-là, le sarong est bien porté, ils voient que ce sont, allez, je vais dire des pèlerins peut-être. Qu'est-ce qui est le plus important comme ça quand on voyage dans des pays qui sont complètement différents du nôtre? Qu'est-ce qui est important à se rappeler, s'il y avait quelques petites astuces pour vraiment arriver à pleinement vivre cette expérience? C'est difficile à dire, à vrai dire. À vrai dire, je ne sais pas. Nous, je sais, on fait un travail de repérage, c'est-à-dire à différents niveaux. La première priorité, bien sûr, c'est qu'est-ce qui peut nous inspirer. Alors déjà, il y a des lieux qui naturellement sont très inspirants. Quand on est au Machu Picchu, par exemple, pas besoin à la limite de méditer, de faire quoi que ce soit. On voit qu'on est sur un lieu extraordinaire. Après, ça peut être une sélection de lieux, ça peut être aussi en sélection de moments. Quand on va effectivement au Machu Picchu, on est avant les touristes, donc on se lève très tôt, des fois 4 heures du matin. Donc je dis à mes groupes, c'est pas tous les jours le cadeau de se lever si tôt pour aller au Machu Picchu, qui est presque pour nous. Donc voilà. Ça tous les jours. Oui. Voilà. Ça peut être donc des lieux et puis des personnes. Et là, la mise en relation avec les personnes, c'est une magie, c'est-à-dire qu'il y a des voyages, comme par exemple le Tibet, qui était une destination qui me tenait à cœur. Eh bien, je voulais trouver des Tibétains qui puissent mener mon groupe. J'ai mis 3 ans parce que, bien sûr, je tombais souvent sur des Chinois, et voilà. Et au bout du compte, la vie m'a mis en relation avec une structure locale qui a créé un label qui s'appelle Global Nomade et qui certifie que le voyage est 100% tibétain. L'hôtel est tibétain, le cuisinier est tibétain, le conducteur de bus est tibétain, le guide est tibétain. Et nous, par exemple, le tout premier voyage, le guide tibétain ne parlait pas très bien français, c'est pas grave. Il y a notre partenaire local qui est francophone, qui parle le tibétain et qui va l'aider à trouver les bons mots français.
comme ça, en œuvre pour qu'ils s'autonomisent un peu plus. Donc c'est aussi des contacts avec des personnes, ça peut être aussi des contacts avec des événements. Par exemple, à Bali, on synchronise nos voyages avec les pleines lunes, parce que ce sont des périodes auspicieuses pour les purifications, par exemple. Il y a des choses comme ça qui se passent, mais j'ai pas vraiment de règles d'or. Je me rends compte que chaque voyage, c'est une création artisanale. Même si on le reproduit, le groupe étant différent, il se passe quelque chose d'autre. Là où on restait une demi-heure avant, tiens, là on va rester 1 heure et demie. L'expérience qui aurait été absolument incroyable dans un premier groupe, ben, ça sera en autre lieu, en autre contexte qui aura retenti pour les personnes. Et bien sûr, chacun a sa propre manière de vivre le voyage. Donc c'est pour ça que c'est toujours difficile pour moi de définir en voyage initiatique. Je dirais, je parlerais plutôt de voyage à perspective initiatique. Nous, on œuvre pour qu'il y ait quelque chose qui se passe à l'intérieur de chacun. Et en fait, quand des fois j'ai des journalistes des médias habituels qui s'interrogent sur ces voyages, je leur dis, vous savez, les touristes partent pour nourrir l'appareil photo. Et nous, on part pour nourrir notre âme. C'est l'image que j'emploie pour parler de ces voyages, quoi. Mais on a vécu des miracles, pas seulement avec des guérisseurs, mais on a vécu des moments d'une très très grande beauté. Moi, je me souviens du désert du Wadi Rum, je me souviens de par exemple, cette méditation No Dimension qu'on a fait avec Ernesto Ortiz sur le Machu Picchu désert. On était tous en blanc à faire cette méditation dans les 4 directions qui ouvre le cœur, et c'était grandiose, quoi. Ça reste l'un des grands souvenirs de ma vie. Il y a des moments comme ça qui m'en donnent le frisson. Et je sais que par exemple, pour parler de Bali encore et toujours, parce que ce terme inspire, je sais que quand on fait les purifications et qu'après on accède aux parties supérieures du temple, là où les touristes ne peuvent pas accéder, eh bien, on reçoit les bénédictions, et là j'ai toujours une explosion du cœur. Je me dis, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe dans ce lieu-là? Alors, bien sûr, mon mental peut dire, ça fait des siècles que les gens viennent là se purifier parce qu'il y a le pouvoir du grand prêtre, etc. À la limite, c'est pas si important, mais je suis très touché de ça, quoi, vraiment. Mais ce qui est bien, c'est que tu t'ouvres à ça, et quand tu voyages, et c'est peut-être la clé finalement, c'est d'être ouvert à recevoir et à être surpris, et à ne pas s'imaginer quelque chose, de ne pas se bloquer parce que c'est vrai que notre imagination des fois va loin, et des fois on est déçu après quand on a trop de projections, de vivre dans le moment présent, et ça nous apprend ça quand même, le voyage. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, pour ma part, la plupart des gens qui ont fait un voyage avec nous repartent. Et souvent, je leur dis, attention au deuxième voyage, parce que le premier voyage, vous avez eu une expérience. Et le deuxième, ça va être complètement autre chose, quoi. Peut-être on est en altitude parce qu'on est au Tibet, sur l'altiplano péruvien, ou quoi que ce soit. Peut-être il fait chaud, peut-être il fait froid. Peut-être on est dans l'eau avec les dauphins. C'est complètement autre chose, quoi. Donc c'est comme ça que ça se passe. Il y a pas de... Chaque voyage est vraiment différent l'un de l'autre, quoi. C'est un peu comme ça. Comparer. Oui, voilà. Comparer les cultures, les personnes. Une magie particulière, quoi. En tout cas, félicitations de vivre ton rêve et d'avoir... parce que t'aimes les voyages, et donc permettre et offrir ça aux gens, de le faire eux-mêmes, je trouve ça absolument fantastique, et ça paraît tout à fait logique, mais ça demande énormément de courage, et c'est vrai qu'il y a cette étape à faire, ce premier pas, et bravo d'avoir eu le courage de le faire, et maintenant d'offrir ça à plein de monde. Oui. Je te soutiens à 100%, et je suis ravie d'avoir passé ce moment et d'avoir découvert ce que tu fais. Toujours bienvenue à la maison, merci beaucoup, hein. Merci, et plein de gros bisous à vous. Je vous souhaite plein de merveilleux voyages initiatiques, mes délicieux co-créateurs. Au revoir. Au revoir.